Oui, bonjour tout le monde. Donc, appel à projet. Faites votre marque. Laissez votre marque sur le territoire. Conservez 30% du territoire. C'est notre slogan dans le cadre de cet appel à projet-là. On trouve ça très important. Donc, sans plus attendre, j'aimerais laisser nos partenaires se présenter là, pour aujourd'hui, le CRE. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Je me présente, Alexandra Dupéré. Je suis conseillère en environnement au Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, aussi connu sous le nom de CREDD ou CRED. Donc, le CREDD, c'est un organisme à but non lucratif, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui existe depuis plus de 50 ans. Donc, on est l'interlocuteur régional privilégié du ministère de l'Environnement pour tout ce qui est des questions qui touchent l'environnement, l'éducation relative à l'environnement, également aussi la promotion du développement durable. Et notre rôle, c'est vraiment de veiller à ce que l'environnement demeure au cœur des priorités du développement régional et qu'il fasse partie intégrante des décisions. Donc, comme vous pouvez le voir, là, notre mission est de sensibiliser, concerter et mobiliser les acteurs de la collectivité pour la protection de l'environnement dans une perspective de développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, voilà pour qui nous sommes, là, si jamais il y en avait parmi vous qui ne nous connaissaient pas, mais ça m'étonnerait quand même. Oui, merci beaucoup, Alexandra. Donc, dans notre cas, pour la SNAP Québec, la Société pour la nature et les parcs, c'est un organisme aussi à but non lucratif dédié à la protection de la nature. C'est possible que certains d'entre vous ne nous connaissent pas. On n'est pas un organisme régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on est un organisme national. Nos bureaux sont situés à Montréal. On est vraiment un groupe porteur de solutions qui se base sur des recommandations liées aux meilleures données scientifiques disponibles. On a vraiment comme objectif de développer un réseau robuste d'aires protégées sur le territoire et d'assurer une bonne gestion de ces aires protégées-là. D'où notre implication en fait dans l'appel à projet. On valorise vraiment l'accès à la nature aussi, donc tout ce qui est récréotourisme et autres, on trouve ça très très important. Et la pratique des activités traditionnelles aussi dans les territoires protégés, tant des communautés locales que par les Premières Nations. Pour vous donner un peu une idée ou un aperçu de ce qu'on fait à la SNAP concrètement, récemment, il y a deux secteurs qui ont été qui ont fait l'annonce d'une intention de mise en réserve, Saint-Mathieu-du-Parc en Mauricie et le mont Kaikop dans les Laurentides. Et donc, ces deux territoires, en fait, ils ont été menés par des groupes externes, là, donc Relief Mauricien et la Coalition pour l'avenir du mont Kaikop, respectivement. Mais nous, on a essayé d'épauler ces deux groupes-là en apportant notre expertise de concertation, en les mettant en lien avec les bonnes personnes, en militant pour leur protection, pour de l'aide aussi qui était administrative et autres. Donc, on voulait vraiment s'impliquer dans ces dossiers-là, c'était très important pour nous. Et donc, on est vraiment content de voir que ces deux aires sont en train d'aboutir vers des aires protégées finalement qui seront éventuellement ben, des aires protégées officielles. Donc, rapidement, je pense qu'une mise en contexte serait peut-être importante. Je laisserai Alexandra donner cette mise en contexte-là. Oui, donc je pense que pour la suite des discussions, là, c'est quand même important de savoir d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé finalement, là, tout par rapport au contexte des aires protégées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, tu peux passer à la prochaine diapositive, Nicolas. Ben, tout d'abord, le gouvernement du Québec s'était fixé un premier objectif d'atteindre 8 d'aires protégées pour 2005. Et en 2003, le Saguenay-Lac-Saint-Jean était à 1,9 d'aires protégées. Donc, la marche était quand même assez grande là, pour espérer atteindre un 8 C'est alors qu'en janvier 2003, le Conseil régional de l'environnement, accompagné par le ministère, a mis sur pied la table régionale sur les aires protégées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on appelait également la TARAP, qui était constitué d'environ 16 partenaires. Donc, il y avait les différents parcs de la région, des organismes environnementaux, les institutions d'enseignement aussi qui siégeaient aussi sur cette table-là. Alors, le but était vraiment de faire mousser un peu la création d'aires protégées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, faire un peu le contrepoids au discours alarmiste là, par rapport aux pertes d'emploi, tout ça, faire plutôt ressortir les bénéfices de la création d'aires protégées dans la région. Alors, c'est 13 rencontres qui ont eu lieu là, entre mars 2003 et septembre 2005. Donc, les travaux se sont échelonnés sur quelques années. Ça n'a pas permis l'atteinte du 8 donc à l'aboutissement des travaux de la TARAP, là, on était à peu près à 3,4 rendu en 2006. Fait que ça a quand même doublé, ce qui est pas si mal.
Mais néanmoins, là, il y avait une bonne mobilisation autour de ces enjeux-là. Ensuite de ça, l'objectif suivant qui a été fixé par le gouvernement du Québec était d'atteindre 12% en 2015. Et dans ce contexte-là, le ministère a formé des tables dans chacune des régions. Ici, elle s'appelait la TRACA, qui était la table régionale d'analyse en carence en aires protégées. Fait qu'il y avait vraiment un souci d'avoir une représentativité des écosystèmes dans les aires protégées qui allait être reconnue. Fait que ça a été un travail aussi sur plusieurs années. C'était la conférence régionale des élus à ce moment-là qui pilotait la démarche. Il y avait encore une fois plusieurs acteurs autour de la table. On avait cette fois-ci l'industrie forestière qui était présente, les MRC, l'industrie minière aussi là, qui siégeait. Il y a eu 2 consultations publiques en 2013, toujours dans le but là, d'identifier les territoires d'intérêt pour l'atteinte du 12% en 2015. L'objectif était d'avoir un consensus sur les projets qui allaient être retenus et ultimement là, proposés au ministère. Donc, à l'issue de ces travaux-là, il y a quand même eu 25 projets qui ont été identifiés, qui ont fait consensus, mais toutefois, les élus, il n'y a pas eu de recommandations qui ont été faites au ministère là, par rapport à ces 25 territoires-là. Le ministère s'est toutefois basé sur ce qui avait été identifié, à défaut de ne pas avoir là, de propositions. Alors, c'est ces territoires-là qui ont quand même été travaillés au ministère là, depuis les années 2014 environ. Donc, suite à ça, ben, il y avait l'objectif d'atteindre 17% d'aires protégées en 2020. Il n'y a pas eu de démarche spécifique là, dans la région par rapport à cet objectif-là. C'était toujours les mêmes territoires, là, les 25 territoires dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été identifiés par la TRACA. C'est un peu là-dessus que le ministère travaillait. Et de ça, il y a un seul territoire là, qui a été retenu pour les annonces là, qui ont eu lieu en 2020 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et par la suite, là, donc, il y a eu également la rivière Péribonka qui s'est ajoutée. Et donc, je vais vous parler maintenant de l'objectif qui nous concerne aujourd'hui, qui est l'objectif d'atteindre 30 d'aires protégées d'ici 2030. Ça provient en fait de la conférence de Montréal sur la biodiversité qui a eu lieu en décembre 2022, où le gouvernement du Québec s'est engagé à respecter l'accord qui est sorti de cette conférence-là, la COP 15 aussi qu'on a appelée. La stratégie était vraiment de miser sur la mobilisation citoyenne pour identifier ces territoires-là. Donc, jusqu'à maintenant, c'était plutôt des tables de concertation avec des organisations, différents acteurs du milieu, mais les citoyens étaient peu appelés là, à se prononcer. Il y avait parfois des propositions qui étaient faites, mais c'était pas vraiment axé là-dessus. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à avoir un appel de projet qui est ouvert à tous et à toutes. Donc, monsieur, madame, tout le monde peuvent déposer des projets d'aires protégées, des territoires d'intérêt pour la conservation. Et un peu, ben, je pense que c'est nécessaire là, qu'on se penche sur où on en est aujourd'hui pour l'atteinte du 30. Alors, quelques petits faits saillants par rapport à la situation au Québec. En ce moment même, on est à 16,89 du milieu continental là, qui est protégé. On est presque au 17 on a presque le 17. Et par rapport au milieu marin et côtier, on est à 10,39. L'objectif pour 2020 a été de 10. Fait qu'on l'a un petit peu dépassé. Si on regarde la carte qui est à droite, ben, on se rend compte que le réseau d'aires protégées est quand même assez déséquilibré, c'est-à-dire qu'au nord, on remarque des très grandes aires protégées, alors qu'au sud, ben, c'est des aires protégées de plus petite superficie et quand même assez éparses, là. Donc, ben, il y a quand même une carence là, dans le sud du Québec. Donc, d'où la nécessité là, d'accélérer un peu le processus puis d'identifier des territoires de bonne superficie qui ont un potentiel de conservation important là, aussi quand je dis le sud du Québec, là, c'est plus la partie sud du Québec, là, donc vraiment en dessous de la ligne rouge, ce qui inclut également le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord. Pour ce qui est du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est quand même en dessous de la moyenne québécoise. Donc, on est à 8,6 du milieu continental et 61 pour celle-là, on se démarque assez bien, là, notamment en raison du parc marin Saguenay-Saint-Laurent là, qui occupe une grande partie du milieu marin côtier qu'on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, vous avez les chiffres par MRC. Donc, on peut voir là, la répartition des aires protégées dans chacune des MRC. Je vous laisse le consulter. On a le domaine du Roi là, qui est à 5,6 de son territoire. MRC du Fjord du Saguenay qui est à 16,7 Lac-Saint-Jean-Est 5,2 Maria-Chapdelaine 3,3 et Saguenay 0,8
Des exemples d'aires protégées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'en ai parlé tout à l'heure, le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, qui fait 158,63 km², qui est en voie aussi là, d'être agrandi prochainement. Réserve aquatique projetée de la rivière Achouac-Mouchouane, 276,6 km². Parc national des Monts-Valin aussi. Donc, on a 4 parcs nationaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont le parc national des Monts-Valin. Euh, de façon, en fait, tous les territoires protégés au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont les habitants. On est à 599 territoires sous protection. Et de ce 599-là, il y en a 508 que ce sont des refuges biologiques, 4 parcs nationaux, comme je le mentionnais, et 12 réserves de biodiversité ou réserves aquatiques, soit à statut permanent ou encore projeté. Et c'est ce qui contribue là, pour le plus à nos statistiques. Finalement, là, c'est ces 12 territoires-là, qui sont soit des réserves de biodiversité ou des réserves aquatiques, représentent 6,48 du territoire. Alors Merci beaucoup, voilà pour la Alexandra. petite mise en contexte Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais, c'était super, merci beaucoup. Donc, maintenant, vous devez vous demander quels sont les outils disponibles pour la protection du territoire. En fait, vous le demandez probablement pas parce qu'on vient parler d'aires protégées. Donc, oui, effectivement, les aires protégées, c'est la façon de faire. C'est pas la seule façon de faire, mais c'est une façon très efficace. Donc, lorsqu'on parle d'une aire protégée, ce qu'on veut dire, c'est que c'est un espace géographique clairement défini, qui est reconnu, qui est consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature, ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Bon, dit comme ça ne veut pas dire grand-chose nécessairement, mais si on le décompose, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut un espace clairement défini par une carte, qui est reconnu par une désignation officielle du MLCCFP, qui a comme priorité la conservation, qui est aussi une gestion ou un plan de conservation qui est lié à cette aire protégée-là, et finalement un outil législatif ou réglementaire qui est associé à ça. Donc ça, c'est les règles qui sont basées sur l'Union internationale pour la conservation de la nature, et qui essentiellement appellent les gouvernements à interdire les activités industrielles et le développement d'infrastructures portant préjudice à l'environnement dans toutes les catégories d'aires protégées de l'IUCN. Lorsqu'on parle d'activités industrielles, on parle de foresterie à grande échelle, on parle de mines, on parle de grands développements pétroliers, ce genre de choses-là. Donc, on vient de parler d'air protégé, puis on vient de parler des statuts de l'UICN, mais c'est quoi exactement ces statuts-là? Souvent, quand les gens pensent air protégé, ils pensent cloche de verre. Ils pensent à une forêt qui est idyllique, qui est protégée, où personne va, pour s'assurer que les animaux et la flore vont bien à jamais. C'est pas entièrement faux. C'est effectivement une partie des aires protégées. Les réserves écologiques, le statut le plus strict, permet des activités scientifiques et éducatives, mais sinon, c'est très rare même que certaines personnes peuvent y entrer. Donc, il y a quelques exceptions. La réserve écologique, par exemple, Forêt-la-Blanche, peut avoir des sentiers de randonnée. Donc, les gens peuvent y accéder. Mais souvent, les réserves écologiques sont vraiment présentes pour préserver un écosystème qui est très petit, mais qui est aussi très fragile. Donc, on veut absolument le préserver à tout coup. Donc, on essaie d'empêcher le maximum d'activité dans ce secteur-là. Par contre, les réserves écologiques, c'est vraiment pas la majorité des aires protégées au Québec. Et même, c'est pas le statut qui est le plus visé par cet appel à projet-là. Le statut qui est le plus visé, c'est plutôt les réserves de biodiversité ou les réserves marines, qui sont l'équivalent des réserves de biodiversité en milieu marin. Ces statuts-là sont beaucoup plus flexibles. Ils vont varier entre des statuts plus 2 et 3, où les activités récréatives et éducatives sont permises. Donc, on parle de sentiers de randonnée, mais aussi de sentiers de VTT. La chasse, la pêche, le trapage, les bouts de villégiature peuvent encore demeurer sur les réserves de biodiversité. Il peut y avoir de l'aménagement de sentiers. Donc, on vise vraiment non seulement une protection et une conservation de la faune et de la flore du milieu, mais aussi de s'assurer qu'il y a un accès à cette nature-là, donc de la valoriser. Ensuite, on a les aires protégées d'utilisation durable. On en parle souvent, même récemment, là, dans les nouvelles. Il vient d'en avoir une qui a été annoncée. Il y a eu une annonce d'intention pour le lac à Moïse, qui est en capitale nationale. Donc, on parle d'un 350 km² à peu près. Et le but vraiment de ces grosses aires protégées-là, c'est encore de permettre une utilisation qui est durable des ressources qui s'y trouvent. Donc, des foresteries qui ne sont pas industrielles,
une utilisation du territoire qui ne nuit pas à la conservation du milieu, mais qui permet tout de même de l'exploiter d'une certaine façon. Finalement, on a le dernier statut, le paysage humanisé. Le paysage humanisé, on a un exemple de ce type de statut au Québec, c'est l'île Bizarre. L'île Bizarre, c'est un statut très particulier où les gens vivent dans l'aire protégée. Donc, c'est essentiellement un milieu qui a été modifié par l'être humain, par la présence humaine. Ça peut être à cause de l'agriculture, ça peut être à cause de certaines constructions, l'architecture. Ça peut être plusieurs différentes raisons. Et dans le fond, ça a créé un écosystème qui est vraiment particulier, unique à ce milieu-là, et a créé une nouvelle niche. Donc, la biodiversité s'est adaptée. Et maintenant, on ne la retrouverait pas ailleurs si les activités anthropiques humaines venaient à disparaître ou changer. Donc, le but, c'est de maintenir l'exploitation du territoire ou l'utilisation du territoire qu'on trouve dans ces milieux-là, tout en préconisant encore la conservation et la protection du milieu naturel. Donc, voilà pourquoi les aires protégées sont utilisées en ce moment. Donc, on a maintenant l'appel à projet en territoire public du gouvernement du Québec. Très important de se rappeler du territoire public. Euh, Donc, les éléments qui sont importants à se rappeler, c'est essentiellement qu'on vise à identifier des projets potentiels d'aires protégées, d'initiatives locales ou régionales, pour favoriser l'atteinte du 30 d'aires protégées d'ici 2030. Remarquez qu'on dit vraiment des projets potentiels parce que ce qui est suggéré en ce moment et d'ici le 15 octobre, c'est vraiment des suggestions de projets. On ne parle pas de demander la création d'une aire protégée immédiatement. Tous les projets qui vont être déposés vont aller en concertation, faire l'objet d'études par le ministère. Tous les acteurs locaux et régionaux seront appelés à participer à ces concertations-là, à faire valoir leur avis. Euh, les, les, euh, les délimitations du territoire peuvent varier après le dépôt, donc en phase de concertation. Donc, c'est vraiment, on essaie d'identifier des territoires d'intérêt essentiellement. Bien sûr, il y a plusieurs raisons, là. Je pense on en a déjà parlé, là, mais il y a plusieurs raisons pourquoi on devrait créer des aires protégées. Donc, on a la riche biodiversité, les écosystèmes, les valeurs bioculturelles, mais ça favorise aussi une connectivité écologique à travers le Québec qui rend nos écosystèmes plus résilients. Puis finalement, on est aussi dans le sud du Québec, puis on vise vraiment un accès à la nature pour les bassins de population. Donc, on l'a dit, mais toute personne peut participer. Donc, que ce soit un citoyen ou une organisation, une association de lacs, par exemple, un groupe environnemental, même les municipalités puis les MRC peuvent participer aussi. Par exemple, dans le cas des Laurentides, on a vraiment beaucoup de municipalités qui vont déposer l'ensemble de leur territoire public, simplement parce qu'eux, ils ont un intérêt à ne pas manquer le bateau, dans le sens que ils veulent s'assurer que le ministère sache que leur territoire est d'intérêt pour la protection. Puis en phase de concertation, ils pourront décider si oui ou non ils veulent le conserver. Puis je viens de parler de manquer le bateau, mais essentiellement, la raison pourquoi j'ai dit ça, c'est qu'on a jusqu'au 15 octobre pour déposer les projets. Après le 15 octobre, les phases de concertation vont s'en suivre, les analyses ministérielles, la mise en réserve du territoire. Donc tout ça nous mène essentiellement euh, à 2027. Puis je vais vous présenter l'échéancier là, un peu plus en détail après. Mais on est vraiment, on est là, on est dans une optique de 3 ans pour la protection du territoire. Donc, si c'est pas maintenant, ben, ça va jusqu'à dans 3 ans parce qu'on ne pourra pas proposer d'air protégé en territoire public après le 15 octobre et jusqu'en à peu près 2027. Donc, les grandes étapes du dépôt de projet, c'est très, très simple. Premièrement, il y a proposer un projet. Donc, délimiter une portion du territoire public à protéger. Puis ensuite, remplir le formulaire qui est en ligne. Vous aurez tous accès au formulaire là, après la présentation. Je vous enverrai un lien si vous le voulez. Donc, essentiellement, c'est de décrire les territoires visés, les raisons pourquoi le territoire devrait être protégé et les impacts socio-économiques positifs et négatifs potentiels du projet. Ces trois questions-là peuvent avoir comme maximum 3000 caractères. J'ai lu plusieurs formulaires à date. C'est très, très court, 3000 caractères. On parle vraiment de à peu près 200-300 mots. C'est super rapide. Ça se fait en 30 minutes, 1 heure des fois, vraiment remplir le formulaire. Puis souvent, ce qu'on réalise, c'est qu'en parlant aux gens de leur projet, ils ont déjà toutes les réponses en tête. En fait, c'est juste qu'ils ont besoin de le mettre sur papier. Puis bien entendu, quand les projets sont beaucoup plus développés, ça arrive des fois, il y a toujours la possibilité là, de joindre des documents complémentaires en annexe. Donc, tout ce qui est inventaire du territoire ou autre, là, ça peut être envoyé en annexe par la suite. Donc, à la suite du dépôt, il y a une réception d'un accusé de réception. Euh,
de la part du ministère. Donc, ça prend à peu près 10 jours pour le recevoir. Puis ensuite, vous devez, en tant que proposeur, transmettre le projet à la MRC ou au MRC concerné. Donc, si le projet se trouve sur le territoire d'une MRC, il faut les contacter pour obtenir une résolution d'appui à l'analyse du projet par le gouvernement du Québec. La raison pourquoi il faut faire ça, ben, c'est pour démontrer en fait un appui local et régional au projet. Donc, le gouvernement voulait vraiment s'assurer que le projet valait la peine d'être étudié, mais de ce qu'on a compris, nous, à la SNAP Québec, là, en travaillant avec le ministère, c'est que eux, ils voient ça vraiment comme presque une formalité, où essentiellement, ils veulent s'assurer que le projet ne va pas à l'encontre, par exemple, d'un schéma d'aménagement, où il n'y a pas vraiment un non-sens dans le projet qui n'est simplement pas possible à accepter. Mais autre que ça, le gouvernement nous a suggéré de faire passer le message que les projets devraient être acceptés en grande majorité, puis de vraiment les permettre les projets d'aller en concertation pour qu'ensuite ils puissent être analysés de manière plus sérieuse, plus profonde. Donc, le mandat de la SNAP, vous vous demandez peut-être pourquoi on est ici aujourd'hui, là, mais c'est de communiquer les informations par rapport au projet, de mobiliser les gens, donc d'aller rencontrer tout le monde qui veut s'impliquer dans l'appel à projet, mais surtout, c'est d'accompagner les proposeurs de projets. Donc, si vous avez besoin d'aide pour des démarches de dépôt de projet, pour ce qui est de tracer la délimitation du projet, par exemple, la description du territoire, l'argumentaire, comment l'écrire, comment bien le formuler, ou même pour l'obtention des résolutions d'appui pour une mise en contact avec les MRC, on peut vous appuyer là-dedans. Vu que c'est ouvert à tous, c'est sûr que parfois ça peut être intimidant pour un citoyen d'aller voir les membres de sa MRC puis de remplir ce gros formulaire, de délimiter une aire. Ça peut sembler un gros travail, mais on est là pour vous aider si jamais vous en avez, vous ressentez le besoin. Donc, vous aurez accès à la présentation plus tard, donc je ne vais pas vous lire l'adresse courriel, mais il y a notre adresse courriel ici. C'est important de noter que l'IDD PNQL, donc l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et de Labrador, ont un mandat très similaire à la SNAP Québec auprès des proposeurs issus de Premières Nations autochtones qui peuvent tant déposer dans le cadre de l'appel à projet, mais ils ont aussi un processus parallèle qui va au-delà du 15 octobre. Et donc, eux, ils vont pouvoir continuer à déposer des projets en terre publique et seront accompagnés par l'IDTPNQL. Donc, je vous avais mentionné un peu plus tôt que j'allais vous présenter l'échéancier. Là, en ce moment, on est vraiment dans la première phase de dépôt. Donc, on est même avant la préanalyse gouvernementale. Les dépôts de projets doivent être effectués avant le 15 octobre, mais on peut aller jusqu'au 29 novembre pour l'obtention de résolutions d'appui de la MRC. Donc, les résolutions d'appui à l'analyse des MRC, euh, en général, doivent être passées en Conseil des maires. Donc, c'est sûr qu'il resterait à peu près deux rencontres des Conseils des maires pour la majorité des MRC, là, rendues en septembre. Puis par la suite, après cette résolution d'appui à l'analyse, il y aura une pré-analyse gouvernementale avant d'aller en concertation régionale, où là, tous les acteurs locaux et régionaux seront amenés à parler des projets, incluant encore une fois les MRC. Donc, ils vont vraiment être impliqués à tous les niveaux là, dans cette analyse-là. Finalement, après ça, les projets qui sont retenus feront l'objet d'une analyse interministérielle finale. Puis ensuite, finalement, en 2027, il y aura la mise en réserve du territoire. Puis essentiellement, la mise en réserve, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un statut temporaire, donc un moratoire sur tout ce qui est coupe, activité industrielle, activité minière, euh, vers l'obtention d'un statut permanent de, par exemple, réserve de biodiversité. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit vraiment qu'il y a quand même une certaine temporalité dans le projet à ne pas manquer, là, parce qu'après le 15 octobre ou le 29 novembre, là, il ne peut plus vraiment avoir de dépôt de projet en terre publique avant le 2027. Donc, pour nous joindre, voilà, encore une fois, vous aurez toute cette information-là. Vous pouvez aussi me contacter là, directement, ça me fera plaisir. Puis sinon, j'aimerais juste rappeler là, quelques objectifs très précis. Donc, les projets déposés n'ont pas besoin d'être très argumentés. Le ministère est à la recherche vraiment d'idées, de priorités régionales, de voir quel territoire serait potentiellement d'intérêt dans différentes régions. L'analyse et la bonification des propositions sera faite par le ministère. Donc, tout ce qui est inventaire écologique, si ce n'est pas fait sur le territoire, c'est correct. Vous n'avez pas besoin d'en faire une vous-même. Ça peut être fait par le ministère par après. Pour ce qui en est des proposeurs, la responsabilité peut être limitée.
Donc, vous pouvez accompagner votre projet jusqu'au bout, jusqu'en 2027, mais souvent les gens nous disent, ben, je ne sais pas si je vais être capable d'accompagner ce projet-là jusqu'en 2027. Une fois le dépôt fait, le proposeur peut se retirer de la démarche et essentiellement le territoire sera quand même considéré dans l'analyse, puis l'argumentaire sera fait et développé par le ministère de l'Environnement. Donc, et oui, finalement, une dernière chose, là, il n'y a aucune attente de la part du proposeur pour la gestion du territoire. Donc, s'il est désigné, les proposeurs n'ont pas besoin de s'impliquer là, dans la gestion du territoire, quoi que ce soit. Donc, ça fait à peu près le tour. Je vais arrêter le partage de mon écran et je vais pouvoir tous vous revoir. Super. Euh, super rapidement. Euh, parfait. Oui, donc ben, je prendrai là,